tous. Moment de délivrance, ils sont plus de 176 000 à avoir décroché le BEPC ce mercredi. Les résultats sont tombés ce matin, ambiance dans les centres d'examen à suivre. Depuis samedi, la pêche est interdite dans les eaux ivoiriennes. L'objectif, préserver les stocks de poissons et favoriser leur reproduction. Mais quel impact sur les acteurs de la filière? Reportage à suivre dans ce journal. Et puis au Sénégal, l'opposition réagit à l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer pour un troisième mandat. Pour elle, vous le verrez, ce n'est qu'un simple respect de la Constitution. Mais d'abord, 20 ans après, le Portugal va rouvrir son ambassade en Côte d'Ivoire. Son ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président Alassane Ouattara ce mercredi. Au menu des échanges, plusieurs questions de coopération entre les deux pays ont été adoptées. Le reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissiedo. La réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan était au cœur de cette audience accordée par le président Alassane Ouattara à João Gomes Cravinho, ministre portugais des Affaires étrangères. Une rencontre qui démontre l'excellente relation qui lie les deux pays. La réouverture de l'ambassade est un moment qui symbolise l'importance que nous attachons aux relations entre nos deux pays et c'est aussi symbolique de notre confiance pour l'avenir, notre confiance pour les relations entre les deux pays dans le futur. Autre question importante abordée au cœur de cette audience, la croissance économique de la Côte d'Ivoire et le poids des entreprises portugaises en terre ivoirienne. Le Portugal peut avoir un rôle à jouer, soit dans les relations entre la région et l'Union européenne, soit aussi dans la promotion du développement et de la croissance au Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les dernières années ont été des années excellentes en ce qui concerne la croissance, ce qui est très attirant pour les entreprises portugaises. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'entreprises portugaises présentes. La coopération ivoiro-portugaise dure depuis plus de 40 ans. La perspective de la réouverture de l'ambassade, après 20 ans de fermeture, va contribuer à renforcer les relations diplomatiques. Un tiers des élèves a réussi le BEPC cette année. Il représente 31% des candidats, soit une hausse de 2% comparée à 2022. Dans les centres d'examen, l'émotion était partagée ce mercredi entre pleurs et joie. Vous le verrez, le reportage de Timé Danger. Les 561 188 candidats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, situés sur leur sort. Avant, la proclamation officielle des résultats est l'affaire de la directrice des examens et concours, du ministère de tutelle. Face à des parties prenantes, elle décline un taux de réussite en hausse de 2,58% par rapport à 2022. 176 666 ont été déclarés admis, soit 31,47% contre 28,89% en 2022. Le taux national de réussite connaît un léger progrès de 2,58. Cap maintenant sur un centre d'examen d'Abidjan Sud, le lycée classique de Cocody. À l'intérieur, des admis déjà en possession de leurs résultats en ligne exultent. Même ambiance aux abords des salles de composition où d'autres prennent leurs résultats. Ces premiers admis savourent la résilience qui les voit empocher le BEPC. Il y a eu 201 points. Je ne savais pas que j'allais avoir parce que je n'ai pas la base en maths et en physique. Mais avec la prière de ma maman, Dieu a fait que j'ai eu mon BEPC. Sur cette liste, 7 élèves tombés dans les pommes en pleine composition. Courbé comme le roseau, il ne s'est point couché à la satisfaction de son père. Durant les épreuves, il a fait, je ne sais pas si c'est un stress, mais il a chuté, sa tension est tombée à 8. Il est tombé dans les pommes. Vraiment, c'était difficile. Il fallait le ranimer par la grâce de Dieu et il a pu réussir à l'examen. C'est vrai que ça ne reflète pas ses valeurs parce qu'il était malade, mais l'essentiel est là. Le Seigneur a entendu sa prière et surtout qu'il a été déterminé. Il n'a pas voulu lâcher, il fallait que je sois là. J'ai commencé depuis septembre. Je ne vais pas m'arrêter là où le combat, où je dois vraiment me donner à fond. Donc il a prié pour moi, on est allé à l'hôpital, par la grâce de Dieu, j'ai pu terminer et j'ai pu avoir mon examen. D'autres parents, comme lui, ont tenu à accompagner
lors de cette ultime étape de cet examen à grand tirage, leurs enfants, portés, par moments en triomphe. C'est important que les enfants aient les parents à côté. Voilà, ça les met en confiance et puis je pense qu'ils ont besoin de ça. C'est un moment où il y a beaucoup de stress. Si le parent est à côté, ça fait du bien. Au nombre des admis ici, ces candidats passaient haut la main avec mention. J'ai eu 315 points. Je suis heureuse de mon résultat parce que ça n'a pas été facile. Je me suis séparée de plusieurs choses. Mais si aujourd'hui je suis ici, non, vraiment c'est une grande joie. Ça s'est très bien passé. Je suis très heureuse. J'ai eu 271 points. J'ai travaillé dur pour arriver là. J'ai validé mon BEPC avec mention bien. Je suis très contente. Franchement, faire la fierté de mes parents, ça me fait beaucoup plaisir. Toute école que vous avez payée là, c'est pas cadeau. Je vais continuer de vous rendre fiers. D'autres candidats recalés, et bien loin de cette performance, s'abandonnent dans les larmes, dans les bras de proches. Autre centre, le Collège moderne du Plateau. Là encore, des larmes. Elles viennent d'une admise sur le fil. J'ai 180 juste. Je suis déçue parce que je n'ai pas eu beaucoup de points. Ça me fait très mal parce qu'il y a eu 180 juste. Je n'ai pas dépassé, donc ça me fait très mal. Dans la cour, des admis qui ont fait bien plus jubilent. Des recalés, eux, qui se font discrets, ont jusqu'au vendredi prochain pour déposer leur réclamation. Ils pourront figurer sur la liste des bienheureux, admis de la session 2023, qui ouvre les portes du second cycle aux 2/3 des candidats officiels. Dans le reste de l'actualité, la pêche se porte mal en Côte d'Ivoire. Pour apporter une réponse à la disparition des poissons dans les eaux ivoiriennes, le ministre des Ressources halieutiques a interdit l'activité dans le pays. L'objectif étant de protéger les espèces et favoriser leur reproduction. Une mesure qui passe difficilement pour les acteurs de la filière, rencontrés par Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Euloge est pêcheur employé dans une entreprise de pêche industrielle. Une entreprise qui a dû arrêter ses activités suite à la mesure de fermeture des cours d'eau qui a pris effet le 1er juillet dernier. Par ricochet, Euloge et ses camarades, payés au rendement, se retrouvent au chômage et donc sans revenus. Cette mesure tombe alors comme un couperet pour ces jeunes pêcheurs. C'est un truc qui nous a vraiment surpris. Et puis bon, ça nous met vraiment dans tous les problèmes. Parce que nous ne vivons que de ça. Actuellement même, pour survivre même, c'est compliqué. On n'a pas été dédommagés, rien, ils ont fermé. C'est une période où il y aura les petits thons et puis on pourra bien pêcher pour pouvoir bien se nourrir. Mais ils ont pris ce temps-là pour pouvoir fermer la mer. Donc comme ça, c'est un peu compliqué. On ne sait pas comment vivre. Même galère pour ces pêcheurs artisanaux du quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. Ils sont employés par des propriétaires d'embarcations et sont également payés au jour le jour, selon la quantité de poissons ramenés de leurs expéditions en mer. Nous sommes d'accord. Laissons le temps aussi aux poissons de se reposer, mais ça ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce que bon, on vit très mal. Depuis le moment qu'ils ont fermé la mer, ça fait comme un moment, 3 ou 4 jours, d'autres moments ont commencé à faire des embuscades, commencé à voler et autres, parce que bon, ils n'ont pas de parents ici. Ils ont commencé à faire des trucs qui ne sont pas normaux. Ok, pour quand on va à la mer, on vient, chacun gagne son plus de manger. Des propriétaires d'embarcations qui, bien qu'ayant été informés de la nouvelle, ont du mal à la supporter. Ils appellent le gouvernement à l'aide pour traverser sereinement cette période d'inactivité. Chef des pêcheurs là, on nous a informés, mais n'a pas donné bonne explication comment on va fermer la mer là. Si ils ont fermé la mer un coup comme ça, et puis les pêcheurs là, ils sont là, chacun promener. On ne sait pas le travail que nous, on va faire. À cause de la mer qui est débrouillée au bord, là, ça s'est gagné l'argent en paie pour payer facture de son enfant à l'école. Si aujourd'hui, là, il n'y a rien là, nous étrangers, on va faire comment? Un coup, on dit que ça ferme la mer. C'est pas pourquoi. La famille est là, tout ça là, pour payer, manger, il n'y a pas moyen. Mais demande pardon. Il a appris que si on laisse la pêche au Ghana, le gouvernement ghanéen donne en paix, les pêcheurs. Mais lui aussi n'a qu'à penser à nous. La fermeture saisonnière des pêches en Côte d'Ivoire va durer 1 mois pour la pêche artisanale et 2 mois pour la pêche semi-industrielle et industrielle. La mesure a été annoncée le 25 mai dernier par le ministre des Ressources animales et halieutiques lors d'une conférence de presse. Elle a également fait l'objet de réunions d'information et d'explications avec les acteurs de la filière.
Lundi, on apprenait la mort de Francis Vaudier, l'ancien garant de la Constitution ivoirienne, décédé à l'âge de 87 ans. La disparition de cet éminent professeur de droit a suscité de nombreuses réactions, notamment de ses plus proches disciples, d'enseignants ou encore d'étudiants. Le reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. Université de Cocody, faculté de droit. Ici, le président Francis Vaudier est présenté comme une légende. Si les étudiants actuels ne l'ont pas vraiment connu, ils ont entendu beaucoup de témoignages élogieux sur l'éminence grise qu'était l'homme. C'est vraiment un grand maître dans la faculté de droit, en tout cas pour nous les apprenants. Il a beaucoup formé les professeurs qui nous forment aujourd'hui en droit. C'est vraiment une perte pour tous les étudiants en droit. Pour nous, de telles personnalités ne partent jamais parce que le professeur Francis Vaudier a brillé par tous les disciples du point de vue générationnel qu'il a eu à former. Nous sommes peinés, nous sommes attristés, mais nous savons qu'il est là à travers ses écrits, qu'il est là à travers sa personnalité, qu'il est là à travers l'héritage qu'il a légué. L'une des personnes affectées par la disparition de l'ancien président du Conseil constitutionnel reste son plus grand disciple, Martin Bléou, qui décrit son maître comme un homme accompli en matière de droit. C'est pour moi une grosse perte parce que le professeur Vaudier que j'ai rencontré en l'année universitaire 1973-1974 m'a pris comme son fils. En dehors, n'est-ce pas, bien entendu, de son statut d'enseignant que j'ai eu en licence, en première année de licence, en licence même, en troisième année donc, et en maîtrise, il m'a pris comme son fils, m'entourant de son affection, me portant, m'encadrant jusqu'à l'agrégation. Et partout, il s'est trouvé ou retrouvé, il m'a appelé à ses côtés. Et comme vous le savez, j'étais avec lui au Conseil constitutionnel en tant que directeur de cabinet. Donc le souvenir que je garde de lui, c'est non seulement celui du professeur brillant, accompli, fondamental, mais aussi et surtout celui d'un père qui part. C'est donc une grosse partie de moi qui s'en va. Geoffroy Kouao est juriste abreuvé au savoir du grand maître. Pour lui, le prof Vaudier a eu un parcours inspirant et la Côte d'Ivoire n'en compte pas beaucoup, les Vaudier. Un jour, une anecdote. Francis Vaudier nous avait donné une définition de la souveraineté. Quelques jours plus tard, Bléou Martin nous a donné la même définition avec une petite nuance. Lorsque un étudiant interpella M. Bléou, M. Bléou dit ceci. Si d'aventure, vous constatez une différence de nature ou de degré entre tout ce que je vous dis et ce que vous dit le professeur Francis Vaudier, n'hésitez pas un seul instant, prenez la version du professeur Vaudier, car la vérité se trouve du côté du maître. Et de poursuivre. Je vous le dis, chers étudiants, en droit, le professeur Vaudier se trompe rarement. Les rares fois qu'il se trompe, il dit vrai. C'est vous dire que, avec la disparition du professeur Vaudier, la Côte d'Ivoire perd un véritable Himalaya de la connaissance et du droit. Le prof romain Francis Vanga Vaudier était aussi un grand défenseur des droits de l'homme, l'un des fondateurs de la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Au siège de cette organisation à la Cité des Arts, le personnel est affecté par cette énorme perte. Le docteur Koulibaly décrit un homme qui a vécu et pratiqué le droit sur toutes ses facettes. Ces œuvres sont immenses et nous sommes si modestes pour pouvoir les décrire, mais c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire qui a besoin de ce type de modèle qui pourrait inspirer la jeunesse ivoirienne. La LIDO reste infiniment reconnaissante parce que le professeur Vaudier a inspiré plus d'un au sein de cette structure. Je pourrais citer le professeur Bléou Martin, qui est l'un des présidents de la LIDO et qui le considérait comme son maître
Et nous autres qui avons eu à faire des études de droit, nous l'avons connu comme étant un modèle qui nous a inspirés et par le biais de qui nous sommes devenus aussi des enseignants de droit. L'homme politique et juriste de renommée internationale, Romain Francis Vanguavaudier, laisse derrière lui un héritage indélébile. Il a été doyen de la faculté de droit, ministre de l'enseignement supérieur, membre fondateur de la LIDO, représentant d'Amnesty International, président du Conseil constitutionnel. Le président de la République Alassane Ouattara, par un tweet, salue la mémoire d'un éminent intellectuel, un grand serviteur de l'État. Du sport à présent, le championnat national de VTT fait son retour en Côte d'Ivoire, organisé par la Fédération ivoirienne de cyclisme. La compétition a mis à l'épreuve 182 participants répartis en 2 catégories, cadet et élite. Le récit d'Issa Koné. Top départ du championnat de VTT, vélo tout-terrain. En lice, 187 cyclistes, venus de divers horizons dont tout maudit. Après 38 km parcourus sur une piste parsemée d'embûches, Abdraman arrive en tête dans la catégorie élite. Bien plus qu'une compétition, c'est une fête pour les habitants de Bofia d'avoir accueilli ce championnat. C'était bon, mais le circuit était vraiment technique. Avec les virages, des côtes, avec assez de cailloux, tout ça, des descentes. Il y avait la boue, tout ça, il fallait beaucoup tenir. Et ça tabassait fort. Dans les descentes, dans les virages, je ne freinais pas, je fonçais seulement. Du côté de la catégorie cadet, sur une distance de 18 km, on déploie les mêmes principes. La différence a été faite sur les côtes. Les côtes étaient vraiment dures, mais on n'a pas abandonné. Je me suis beaucoup entraînée pour ça. Et aussi, tout se passe pas seulement que dans les jambes, c'est dans la tête. Le choix porté sur le village de Bofia, selon les organisateurs, a été précédé d'une étude. Lequel choix est salué par les notables de la localité. Le VTT a ceci de particulier que d'aller, je dirais, faire des compétitions, comme on le dit, VTT tout terrain. En dehors des endroits bitumés, c'est faire choisir des endroits où il y a vraiment de la difficulté. Et nous avons trouvé ici que le site accidenté était vraiment favorable à cette compétition. Et nous sommes donc venus ici. Et quand on a découvert le circuit, on s'est dit, c'est bon pour un championnat. Nous avons donc réussi à faire le championnat ici. Il est encourageant que la population, la jeunesse surtout, s'intéresse au sport. On sent une certaine joie, mais on pense que la seconde édition sera encore davantage. Le FIC a annoncé 22 compétitions pour l'année 2023, dont 12 courses, 4 compétitions de VTT, 2 championnats de BMX et 4 compétitions de vélo dans plusieurs régions du pays. Ces jeux, faut-il le rappeler, ont démarré depuis le 26 février dernier. Et puis le gouvernement a initié le 30 juin dernier des travaux de drainage pour résoudre les problèmes d'inondation à Grand-Bassam. Hier mardi, une délégation s'est rendue dans la ville balnéaire pour constater l'état d'avancement et l'impact des travaux. Le reportage de Nedja Ilja et Mathurin Badé. Grand-Bassam, dans la ville balnéaire, la logistique déployée à la libération de l'emprise des ouvrages d'assainissement, à la manœuvre. Ces travaux, lancés le 30 juin dernier, visent pour les autorités compétentes à éviter des drames. Il y a 3 canaux qui nous causent problème. Il y a le canal C, le canal D, le canal E. Et ils se regroupent et ils ont leur exutoire vers le lycée. Et donc sur ces canaux, il y a plein de constructions là-dessus. Il y a plein de constructions, c'est obstrué par endroits. Donc on travaille déjà à désengorger ces exutoires. Et on remonte maintenant au niveau des canaux qui sont engorgés, soit par des déchets solides ou obstrués par des constructions que nous démolissons systématiquement. Sur les lieux, les résultats sont déjà perceptibles. Ils vont casser, ils ont tracé. Ils ont fait le travail, le pass. Le pass normal, je vois que, en tout cas, le pass du Moké-Ville là, le pass sans problème. L'eau qui était au-dessus de nos genoux a disparu en quelques jours. Nous avons vu la solidarité, nous avons vu la sollicitude de nos autorités. Ce mardi 5 juillet, les services de la primature ont initié une visite de terrain pour s'assurer de l'effectivité des travaux et des résultats qui en découlent. Ils se poursuivent afin d'assurer une meilleure gestion des risques d'inondation. Je vous le disais en titre, l'opposition réagit à la décision de Macky Sall au Sénégal de ne pas briguer un 3e mandat. Pour elle, ce n'est rien d'autre qu'un simple respect de la Constitution. Les précisions de Nedja Ilja. L'opposition sénégalaise reste sceptique suite à l'annonce du président sortant Macky Sall
de ne pas briguer un troisième mandat. Lors d'une conférence de presse animée hier mardi, elle est revenue sur cette décision du président sortant, qui pour elle émane de la volonté du peuple. Il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler des leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance. Totalement déconnecté de cette crise de méfiance et même de défiance. Si la réaction de l'opposition reste nuancée, de part et d'autre, notamment au sein de la diaspora sénégalaise, en France, on salue un grand homme politique qui sort avec cette décision par la grande porte. Plusieurs personnalités, notamment le secrétaire général de l'ONU, le président de la Commission de l'Union africaine, ont également salué cette décision. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.